Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 5. L'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Marie-Madeleine et Nova Alexandre de la chaîne YouTube Occulture. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai eu quelques petits soucis avec le montage de cet épisode et donc j'espère que cela ne vous gênera pas dans votre écoute. Salut à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah salut, merci à toi de nous inviter. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, donc je suis Alexandre, plus connu sous le nom de Nova Alexandre sur internet, et je suis le co-créateur et co-présentateur de la chaîne Occulture sur YouTube. Alors moi je suis Marie-Madeleine, je tiens avec Nova Alexandre la chaîne Occulture que je co-présente et dont j'écris aussi les vidéos. Je suis également auteure de science-fiction. Voilà. Tout à fait, et on va en reparler, un petit peu plus tard d'ailleurs. Alors quel est le concept de la chaîne en fait et pourquoi est-ce que vous l'avez, lancée? Quel a été le déclic? Eh bien tout simplement un soir, on était installés dans le salon, étant des gros consommateurs de YouTube. Monsieur était devant, la télé en train de jurer sur l'application parce qu'il ne trouvait pas de vidéos de vulgarisation sur tout ce qui était mythes, légendes, croyances paranormales et puis à force de l'entendre râlouiller, j'ai fini par, m'agacer et lui répondre: «Ah bah, si tu es pas content, tu as qu'à le faire». S'en est suivi un étrange blanc où on s'est dit: «Bah, pourquoi pas?» et en fait, ça a démarré comme ça, d'une râlerie et d'un agacement personnel. Bah, comme beaucoup de choses en fait, hein, c'est marrant, hein, mais c'est on crée souvent ce qu'on aimerait, consommer, hein. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Donc là effectivement c'est complètement ça. Alors comme tu le disais, l'idée c'est une chaîne de vulgarisation du coup? C'est ça, l'idée, c'est que, comme beaucoup de choses, il y a des sujets qui sont complexes, notamment, en théologie et l'idée de la vulgarisation, c'est de simplifier ces connaissances pour les rendre accessibles à tout le monde, de façon à ce qu'il y ait pas besoin d'avoir fait 6 ans d'études pour comprendre un sujet, quoi. L'idée, c'est de rendre le savoir accessible, voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez comme type de format sur cette chaîne? Alors on a plusieurs formats, le principal étant, bah, tout simplement Occulture, qui est un format généralement assez long et qui revient, en tout cas qui tente de revenir aux origines des croyances, des histoires paranormales, des fois aussi, de certains points de religion. Et après on a d'autres formats qui sont normalement plus courts, ça varie parfois, on est obligé parfois de faire un petit peu plus long, qui sont les Occultes Trucs. Donc là on va plutôt se concentrer sur, soit des objets, soit des symboles qui sont, plus ou moins connus et dont on va aussi expliquer leur provenance. Et on a aussi les Curiosity. Les Curiosity, c'est plutôt des lieux en général, des lieux qui ont une histoire, liée à l'occulte de préférence. Et après, on a d'autres formats, mais qu'on n'a pas encore vraiment eu le temps de développer, qui sont les rendez-vous en terrain occulte, où on va nous-mêmes se déplacer dans des endroits qui ont des histoires liées un minimum au paranormal, ou en tout cas aux croyances locales quand c'est possible. Et on a aussi les workshops, qui sont cette fois présentés par Marie-Madeleine, et qui sont de la création d'objets pour faire un cabinet de curiosité chez vous. Tout à fait, c'est vrai que oui, il y a de quoi faire. Alors au niveau du type de format, au fil des années, vous avez, pas mal étoffé. Moi, je vous suis depuis, un bon moment maintenant, et c'est vrai que oui, on a vu une évolution, que ce soit dans, les vidéos, même au niveau, d'Occulture, si on reste toujours sur ce format-là qui est quand même le format principal. Il y a eu pas mal d'évolutions. Ouais, c'est ça, on a diversifié les formats, en fait, avec le temps, en se rendant compte que notre format principal, Occulture, nous permettait pas, de parler de tout, ce dont on avait envie de parler, notamment les objets, parce que c'est tr nos vidéos Occulture font maintenant en moyenne 20 à 30 minutes, parfois plus, mais il y a pas assez à dire pour certaines choses. Type les pendules, on peut pas passer 30, 40 minutes sur les pendules, on va vite tourner en rond, on va plus être dans de la vulgarisation, on va partir sur des choses trop pointues, trop précises et qui sont des savoirs parfois, je dirais pas inutiles, mais peut-être superflus. Et du coup, en créant par exemple le format Occulte Truc, eh ben, on peut faire des vidéos un petit peu plus courtes qui nous permettent quand même de traiter un peu tous les sujets. Et c'est la même chose pour les Curiosity finalement. Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, je sais plus si c'était un Occult Truc, c'était à Noël avec la bûche de Noël. J'avais trouvé ça super, j'avais Tout à trouvé fait, super, c'était un Occulte Truc. intéressant, ouais. Ouais, très intéressant celui-là, j'avais vraiment aimé. Et tu vois, on n'avait pas assez pour faire une vidéo culture complète. C'était trop léger, mais ça nous permettait de faire un Occulte Truc du coup. Ah bah, c'est parfait et du coup, moi, c'est vrai qu'à la base, j'avais suivi, la chaîne justement parce que je trouvais que la qualité, en fait, de ce que vous proposiez, bah, ça allait beaucoup plus loin, en fait, que ce qu'on voyait sur les autres chaînes. C'est gentil.
Ah C'est non, mais gentil. enfin, clairement, on allait des premières représentations avec effectivement tout le folklore, les diverses façons de voir le sujet en question. Mmh. Et puis à la fin, on allait même jusqu'à les endroits où on pouvait les voir dans la pop culture, etc. L'impact en fait que ça a eu à travers l'histoire et sur notre société un peu actuelle. Donc c'est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est du gros boulot, quoi. C'était ça en fait l'idée de base, c'était de prendre quelque chose, de le décortiquer tout entier, d'en extraire, de gratter la peau pour arriver aux muscles, pour arriver aux nerfs, pour arriver, aux os finalement du sujet quoi. C'est un peu une dissection quand on fait nos recherches pour une vidéo. Voilà. Du coup, combien de temps en moyenne ça prend la création d'une vidéo? Alors, j'imagine que un Occulture, un Occultruc ou même un Curiosity, c'est pas du tout le même temps de préparation. Absolument et même pour un occulture tout simplement, bah, parfois c'est pas les mêmes temps de préparation, ça va vraiment varier en fonction des sujets. Dans le meilleur des cas, ça nous prend, globalement un mois, à partir du début des recherches jusqu'à la diffusion. Dans le pire des cas, et c'est déjà arrivé, ça nous prend jusqu'à 3 mois pour écrire, l'épisode et le sortir, le tourner et parfois donc c'est un peu long. C'est pour ça qu'on a créé des formats un peu plus courts qui nous permettent, de sortir un peu plus de vidéos et qui ceux-là, en général, nous prennent 2 semaines à fabriquer. Ouais, donc même sur des formats plus courts, tu déjà sur 2 semaines entre la préparation, la recherche, d'informations et puis tout ce qui est évidemment tournage, post-prod, et cetera, quoi. C'est ça, mais c'est un peu le truc qu'on s'est imposé nous, c'est d'essayer de pas faire les choses à moitié, quoi. Bah, comme je dis toujours, hein, quitte à faire les choses, autant les faire bien, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les étapes quand vous préparez, vous, une vidéo? Parce que tu me disais que vous aviez à cœur effectivement, la qualité, de ce que vous proposez. Donc comment est-ce que vous préparez tout ça? Alors une fois qu'on a choisi notre sujet, on va se lancer dans les recherches. Alors généralement ça commence par internet, c'est souvent le plus simple, sauf si on sait qu'on a un livre sur le sujet, dans ce cas-là on commencera plutôt par le livre, mais on va dire que globalement on commence par internet. Via internet on va trouver des informations, parfois qu'on connaissait et parfois qu'on ne connaissait pas. Dans ce cas-là on va étoffer un petit peu, c'est-à-dire que soit on va trouver d'autres sites un peu plus sérieux, potentiellement avec des recherches universitaires, pourquoi pas. Et si dans ces recherches-là, on n'a pas ce qu'il nous faut, on va aller chercher dans les livres, donc parfois, bah, ça va être des choses qu'on a déjà, parfois, il va falloir qu'on se déplace en bibliothèque, parfois, il va falloir qu'on commande parce que le livre est un peu compliqué à trouver et dans de rares cas, même si on essaye un maximum de le faire, bah, on contacte des personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Quand on voit qu'il y a un nom de professeur, par exemple, qui ressort ou un universitaire qui a déjà traité le sujet, bah, on va pas hésiter, enfin, on va tenter de l'appeler, de le contacter pour avoir, un point de vue global sur la chose, même si on part pas du principe qu'il a toutes les réponses. Ensuite, bah, vient l'étape de l'écriture, donc là, bah, on va rassembler toutes les informations, qu'on a pu trouver et du coup, après, une fois qu'on a fait ça, on écrit l'épisode, donc c'est soit Marie-Madeleine, soit moi qui écrivons un épisode. Ensuite l'autre va relire, lui dire: «Bah ça, j'aurais pas écrit comme ça» ou «Là, ça manque d'informations» ou «Là, il y en a trop, c'est un peu hors sujet». Donc là, on va s'aider mutuellement dans l'écriture et puis après, bah, tournage et puis montage et puis diffusion et une fois que c'est diffusé, bah, il faut vite passer à autre chose parce que YouTube n'attend pas. Eh oui, il faut nourrir le monstre. Exact. Et comment est-ce que vous les choisissez les sujets du coup? Eh ben écoute, au départ on est parti avec une liste bien établie et puis au fur et à mesure de nos recherches et ben, on croise d'autres noms, d'autres événements, d'autres personnages et à chaque fois la liste s'allonge et j'ai l'impression que plus on fait de vidéos, plus on a de vidéos à faire. Et après, en fait, en fonction du temps qu'on a de disponible ce mois-ci, en fonction de comment on peut gérer notre temps de travail, eh bien, on choisit des sujets qui vont nous prendre, on le sait, plus ou moins de temps. En général, ça se passe bien, le sujet prend le temps de prévu. Parfois, ça capote et on se retrouve avec un sujet qui nous demande beaucoup plus de travail que prévu, mais ça, c'est un peu la loterie, quoi. Ouais, ouais, c'est évident. Au fur et à mesure que tu cherches, effectivement, des fois, tu vas tomber sur des mines d'infos C'est et exactement ça, c'est exactement ça. Et puis une question en amène une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Par exemple, il y a des sujets qu'on n'a pas encore traités parce que pour pouvoir traiter celui-là, il faut qu'on en traite 2 autres avant pour que ce soit compréhensible. Sauf que les 2 autres avant vont nous demander un temps fou, donc pour l'instant, ils sont un peu en stand-by pour qu'on puisse traiter le troisième, quoi. C'est un petit peu les vases communicants, si tu veux. oui, tout à fait. Bah, l'idée, c'est effectivement de préparer le terrain et d'amener, ensuite, la présentation de ce qui suivra, ouais. Ça, c'est logique, C'est ouais. exactement ça. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a toujours pas fait la vidéo sur Satan parce qu'il faut d'abord qu'on traite Lucifer et il faut d'abord qu'on traite, toute cette partie-là, sauf que ça va nous demander, je sais pas, 3 mois de travail à mon avis. Donc c'est pas gérable là, tout de suite, maintenant. Ouais, non, effectivement,
Bah oui, ça dépend de votre emploi du temps, personnel et professionnel, évidemment, faut réussir à tout marier. C'est ça. Et où est-ce que vous trouvez un petit peu toutes ces infos là, du coup? Et ben, un petit peu partout où on peut. Très très sommairement, on commence d'abord par une bonne vieille recherche Google, tout bateau. Et puis après, on regarde un peu le bon exemple en général, c'est de regarder la page Wikipédia anglaise et on voit la longueur de la page. Si la page est courte, on sait qu'on va devoir fouiller un peu plus, mais que ça va être un sujet facile à traiter. Si la page est très, très longue, on sait qu'on part sur une très, très grosse vidéo. À partir de là, quand on s'est fait une petite idée globale du sujet, là, on va partir dans des recherches un peu plus poussées. On va chercher effectivement sur internet, on va aller chercher sur des sites de musées, des sites d'offices de tourisme, on va aller chercher en bibliothèque. Quand on a de la chance, on arrive à accéder à des archives, ce qui est pas facile parce que du coup, nous, on n'a pas, de diplôme de professeur, ni d'étudiant, en fait, universitaire et du coup, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas légalement accès et c'est un peu compliqué donc parfois, heureusement, on a la gentillesse et la sympathie de quelques archivistes, de quelques bibliothécaires, de quelques conservateurs qui ont la gentillesse de nous transmettre des informations, qui connaissent un peu notre travail Les gardiens du temple. et c'est exactement ça parce que en France, malheureusement, tout le monde ne peut pas accéder à toutes les archives. Voilà. Contrairement aux États-Unis où c'est beaucoup plus facile d'accéder à quelque chose, en France, c'est extrêmement, il y a un côté privilégié, un côté, salon VIP un petit peu, dans la recherche et dans les études. Mais c'est sûr que plus la chaîne avance, plus les portes s'ouvrent, mais oui. Et puis après, surtout, en fait, on fait beaucoup de bouquins, moi je trouve, de plus en plus finalement. Et puis surtout, on essaye de croiser nos sources. Voilà, on croise nos sources parce que 2 sources, c'est jamais suffisant pour établir quelque chose, surtout dans ce domaine-là. On a besoin de croiser un maximum de sources et quand on retrouve une information similaire chez plusieurs auteurs, à plusieurs époques, de plusieurs sources, là, on se dit: «OK, ça on prend». Ouais, effectivement et puis toutes ces infos-là, toutes ces sources, en fait, vous les citez à chaque fois dans les vidéos, alors que ce soit pendant la vidéo ou à la fin dans les crédits? En fait, nos sources sont toujours toutes en description. Voilà, effectivement, quand dans les vidéos, ce qui est bien, c'est qu'aussi, quand tu cites les sources, tu vas aussi, recontextualiser, Exactement. et tout ça, voilà, c'est ce qui va donner justement plus ou moins de véracité et d'impact aux sources, en fait. C'est ce C'est qui est ça intéressant aussi, et quoi. puis ce qui est important, c'est que se dire que, bah, remettre un livre, un écrit, une citation dans son contexte historique notamment et sociétal, c'est essentiel. Parce que c'est sûr que si aujourd'hui, par exemple, une nouvelle religion émergeait, elle n'aurait pas du tout les mêmes bases qu'une religion qui a, par exemple, 2000 ans. Parce que la situation économique, la situation sociale et la situation tout simplement, de vie politique ne serait pas la même. Ouais, c'est clair. Les bases, le socle, en fait, hein, Tout à fait, mais sont pas c'est les mêmes, donc exactement ça. Je peux te donner un exemple comme ça, pourquoi c'est très important de contextualiser les choses. J'ai un ami que je connais qui est bouddhiste et qui est notamment aumônier et cet aumônier bouddhiste, m'avait dit un jour pour me faire réfléchir en fait sur, les modifications des religions. Il m'avait dit: «Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que dans les temples bouddhistes au Japon, tout est très sobre, très foncé, il y a presque rien et pourquoi dans les temples bouddhistes au Tibet, il y a des dorures dans tous les sens, des drapeaux partout, de la couleur?» Je lui avais dit: «J'en sais rien du tout», et il m'avait répondu: «Mais c'est très simple parce qu'au Tibet, aux altitudes où ils sont, rien ne pousse. Si tu mets un homme, à se recueillir dans sa religion face à un mur tout gris comme tout ce qu'il voit tous les jours, il va devenir fou. Et si tu mets un temple bourré de choses qui brillent au Japon dans un endroit qui est déjà très verdoyant, il n'arrivera pas à se concentrer». c'est logique. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de garder à l'esprit, c'est que les religions se sont aussi adaptées aux besoins, la pratique en tout cas, c'est aussi adapté aux besoins du temps et du moment et du lieu. Et ça, on le recontextualise beaucoup, c'est très important. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi j'ai été, super impressionné quand j'ai découvert notamment, la vidéo que vous avez fait sur les procès, des sorcières de Salem, parce que vous y développez, oui je sais, vous y développez notamment la théorie, enfin une théorie qui est vraiment super intéressante. Alors si ça intéresse des gens, bah, je les invite à aller directement voir la vidéo. Mais, alors, vu que tu pleures un peu à l'évocation de cette vidéo, j'imagine, mais qu'est-ce que ça représente en fait la vidéo pour vous? Est-ce qu'il y a eu des retombées, suite à cette vidéo et Cette enfin vidéo, voilà. d'abord, ça a été un trauma personnel parce que tu vois, je le disais tout à l'heure, parfois c'est la loterie, on pense qu'un sujet va aller vite et en fait, il nous prend beaucoup plus de temps. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec Salem. On s'attendait à quelque chose de basique parce que tout le monde l'avait déjà fait sur internet, tout le monde avait déjà fait ce cas, mais il fallait bien qu'on y passe aussi à notre tour pour faire, notre vision de la chose et comment la présenter. Et en fait, en farfouillant, il y a des années maintenant, j'ai réussi à obtenir une grosse partie des archives, du Massachusetts et notamment les archives judiciaires. Et bon, bah, je les ai lues par acquis de conscience et là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc, comment dire? Qui pue.
Et de ce fait, de fil en aiguille, on a établi du coup, ce que tu disais, la petite théorie enfin la petite théorie, gros bazar qui est mis dans la vidéo. Et du coup, ça a été un peu un cauchemar parce qu'on s'attendait à une vidéo qui nous prendrait, un petit mois. Finalement, on a travaillé quasiment 3 mois dessus, presque jour et nuit. C'est-à-dire qu'on finissait le boulot, on se remettait dessus, on travaillait jusqu'à 3 heures du matin, on dormait 2 heures, on s'y remettait, on repartait au boulot. Elle nous a rendus fous, cette vidéo, elle nous a rendus fous. Et oui, il y a eu des super retombées, il y a eu des très belles retombées, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont recommandée. Et si je te dis pas de bêtises, il y a un professeur de la Sorbonne, qui l'a diffusée pendant son cours. Une belle reconnaissance, quoi. Une jolie reconnaissance, on a des historiens qui nous ont contactés pour nous féliciter du truc, et puis plein de gens du coup qui étaient contents en fait de voir quelque chose de différent, de la théorie de, l'hystérie collective qui est toujours quelque chose qui reste à prouver, scientifiquement parlant. Mais du coup, ouais, celle-là, elle a été, à la fois un grand bonheur et une grande fierté parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé dessus, mais aussi un petit trauma, d'épuisement, de fatigue et de folie pour essayer de déblayer les arbres généalogiques avec, beaucoup de personnes de la même famille qui sont des homonymes et qui ont également épousé des homonymes. Voilà, Mais tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. c'était cauchemardesque, mais très intéressant, franchement. Ouais, enfin, la qualité en tout cas de ce que vous avez soulevé là sur cette vidéo, moi personnellement j'étais sur le cul. Et je la trouve vraiment, enfin, c'est top. Et en plus, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui savent faire un travail qu'on va dire, alors c'est un terme qui a perdu un peu de son sens, mais un peu journalistique quelque part. Non, ça a pas perdu son sens, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais voilà, à l'époque où les gens en fait repostent sans réfléchir, et même Mmh mh. maintenant, malheureusement, sur des médias mainstream reconnus, il n'y a pas de fact-checking, rien quoi. Je veux dire, tu vois, c'est un peu l'air du Mmh. temps, malheureusement. Et donc voilà, là, quand tu vois un travail comme ça, bah ouais, voilà, c'est super quoi. Ça fait plaisir, en tout cas. Ouais, elle nous a cramé notre ordinateur quand même à l'époque, l'ordi a surchauffé en fait, sur l'arbre généalogique justement. D'accord. Et c'était sa dernière vidéo, après il a dit adieu. Le chant du cygne. Clairement, c'était ça. Du coup, est-ce que la chaîne vous rapporte de l'argent ou pas? Oui, elle nous rapporte de l'argent. Alors c'est pas, la chaîne en elle-même, c'est pas énorme, mais oui, elle nous rapporte de l'argent. Et comment ça fonctionne en fait? Parce que je vois qu'effectivement, alors d'ailleurs, un petit message sur les sponsors que vous avez à chaque fois, quel que soit le type de sponsor, vous faites toujours des petites intros qui sont toujours super quali. Ou on se contente pas en fait de dire bah juste ouais, prenez ce produit, il est super. Non, non, il y a toujours une mise en scène, il y a toujours c'est drôle, c'est voilà, donc c'est très très sympa. On retrouve certains personnages d'ailleurs qu'on ne voit qu'à cette occasion. Et donc Oui, voilà, c'est je, ça. je tenais à passer ce petit mot. Mais oui, effectivement, j'imagine qu'il y a tout ce jeu qu'on voit souvent sur YouTube des annonceurs, des sponsors, et puis après j'ai peut-être d'autres façons de rentabiliser. Oui, bah, alors voilà, il y a le classique, hein, en effet, l'argent qui vient de YouTube, généré par les publicités, qui sont souvent, d'ailleurs décriées maintenant que YouTube se permet parfois de choisir lui-même le nombre de pubs qu'il met sur une vidéo. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que l'argent principalement vient de là. Ensuite, effectivement, comme tu le disais, maintenant on a des sponsors, et pareil, bah, pour les sponsors, on s'est imposé le fait de faire quelque chose de quali, que les gens ne s'ennuient pas pendant qu'on présente la sponsor, et en effet qu'il y ait même un univers, hein, il y a, voilà, comme tu disais aussi, il y a des personnages maintenant dans le lore des sponsors, et ça, ça, pour le coup, nous, on peut remercier le joueur du grenier, parce que c'est cette équipe-là qui nous a vraiment inspiré de faire en fait de la sponsor quali et drôle, pour justement ne pas ennuyer le viewer, en fait, tout simplement. Et après, effectivement, faut pas l'oublier, il y a quand même une partie qui vient des abonnements, en fait, des abonnements, que ce soit sur YouTube ou très récemment sur Twitch, voilà, que c'est de l'argent que les gens nous donnent, pour nous remercier, pour être, membre de la chaîne en l'occurrence, et en contrepartie, bah, il y a des cadeaux, donc c'est soit des avant-premières, soit il y a des t-shirts aussi, quand la personne donne, beaucoup, et tout ça, bah, avec tout ça, on arrive quand même à dégager au minimum un salaire. Alors malheureusement, on est 2 sur la chaîne, mais au moins avec tout ça, on arrive à dégager un salaire. Ouais, c'est pas cher payé quand on voit qu'effectivement, le temps et le travail que ça vous demande, enfin moi je vois sur certaines vidéos, c'est flagrant quoi. En plus vous citez les sources, et cetera. On sait que voilà, il y a effectivement, c'est pour ça aussi que je voulais, vous faire intervenir, parce que je sais le temps qu'il y a en travail de l'ombre, hein, avant d'amener une vidéo, qui va nous faire plaisir, mais
Mais on se rend pas compte forcément du temps qu'il y a d'implication derrière, quoi. Ouais, mais bon, après c'est malheureusement c'est le jeu. On sait très bien que YouTube est plus une plateforme de divertissement que d'apprentissage et même si on essaye nous de mettre un petit peu d'humour dans nos vidéos, on reste quand même une chaîne de vulgarisation, donc forcément un tout petit peu d'éducation oui, le travail, accompli n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on espère être rémunéré, mais c'est comme ça et puis on verra où cela nous mène, hein, tout simplement. C'est le jeu. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que, il y a un phénomène, j'ai l'impression, ces derniers temps, j'entends pas mal moi de youtubeurs qui parlent d'une baisse de la fréquentation sur YouTube, notamment, due, bah, à l'essor de TikTok. Qu'est-ce que tu en penses toi? Eh ben, nous, on l'a ressenti, nous, on a vraiment ressenti, cette baisse de fréquentation, bah, d'ailleurs, ça a été un petit peu notre vidéo de rentrée, pour annoncer que, bah, voilà, on va se laisser une année pour voir comment se passent encore les choses sur YouTube. Est-ce qu'on est encore assez légitime, sur cette plateforme pour vraiment dégager de l'argent, tout ça? Oui, alors il y a l'essor de TikTok, c'est sûr que ça a pris beaucoup de gens, même si YouTube essaie de concurrencer en faisant des shorts, mais bon, voilà, hein, c'est pas non plus, grandiose, surtout que le format est bloqué à 1 minute, donc forcément, au niveau création, c'est pas ça. Mais il y a pas que TikTok, hein, faut aussi voir l'essor de Twitch en parallèle, qui prend beaucoup de temps et c'est vrai que le format live commence à plus plaire aux gens. En tout cas, la période fait que, les gens sont plus attirés par le live, que les vidéos, programmées, en fait. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on le voit, alors vous avez réagi par rapport à ça parce que vous proposez enfin, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus de live avec, les, Marie Mad Live et puis avec, les parties de jeux vidéo, avec le public et qui vont, influer sur les décisions que tu vas prendre dans les jeux. Tout à fait. C'est aussi eux qui peuvent voter justement sur le type de jeu que tu vas choisir et cetera. Donc ça, c'est vraiment cool justement cette interactivité. Je pense que le public, aime ça, quoi. On pense et puis on espère. Après, voilà, c'est pas, encore une fois, nous, pour l'instant, on est dans une situation, familiale qui fait qu'on peut pas faire des lives en continu. Mais oui, forcément, de ce qu'on voit et de ce qu'on analyse d'internet, c'est sûr qu'on se dirige plutôt vers, du live dès qu'on pourra, même si pour l'instant on se concentre sur nos vidéos. Mais oui, c'est sûr que l'interaction, le direct, l'échange, via chat, c'est voilà, on sent que les gens aiment ça et on espère que le peu de live qu'on propose, parce que pour l'instant on est à un live par semaine, que le peu de live qu'on propose plaît aux gens qui nous suivent, quoi. OK. Alors, comment gagner en visibilité avec l'algorithme YouTube d'après vous? Alors, d'après nous, l'algorithme YouTube est ce qu'il est et malheureusement on n'a pas, tous les secrets. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si on veut faire plaisir à l'algorithme, faut plutôt sortir des vidéos de divertissement, donc des choses un peu drôles où les personnes se mettent dans des situations, cocasses et surtout faire des shorts. Voilà, parce qu'en ce moment, au moment où on enregistre en tout cas cette interview, l'algorithme met beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant les shorts. Oui, bah, c'est ce qu'on disait effectivement en réaction en fait à tout au format, TikTok et effectivement les formats courts comme ça qui explosent, un peu ces derniers temps, quoi. C'est ça, même, pour concurrencer Instagram qui, lui-même essaye de concurrencer TikTok et donc, bah, YouTube tente de récupérer ses créateurs sur sa plateforme avec un peu de difficulté mais il tente. Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Ouh! J'en aurais plein, 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 plein. Alors ça va faire vieux machin de dire ça, hein, mais d'avoir déjà un concept bien établi qui pourra bouger un petit peu avec le temps. Mais, je pense qu'aujourd'hui les chaînes fourre-tout, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les gens quand ils arrivent sur YouTube, YouTube est vieux maintenant, hein. Ils s'attendent à trouver quelque chose de précis. Moi je conseille aussi d'être déjà équipé, arriver avec un micro très pourri et une caméra de mauvaise qualité. Sur YouTube, ça passait encore il y a, 10 ans, ça ne passe plus aujourd'hui. Ça ne passe plus aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir une jolie qualité de vidéo et une jolie qualité de son et malheureusement quand c'est pas le cas, bah, ça ne marche pas. Après le conseil le plus important de tous, c'est de s'amuser, vraiment. Faut se faire plaisir en fait. Si on s'amuse pas dans ce genre de truc, on devient vite zinzin, ça devient vite une corvée et c'est pas bon et c'est pas sain, quoi. YouTube reste, je dirais pas un ring de combat, ce serait très exagéré, mais ça reste une plateforme où il y a pas toujours de la bienveillance. Il y en a beaucoup. Nous, on a la chance d'avoir une communauté qui est quand même hyper cool, hyper douce, hyper tolérante. Un vrai petit bonheur. Mais malgré tout,
on prend très régulièrement des remarques extrêmement violentes, des choses extrêmement dures. Donc moi, je conseille d'avoir déjà, le cœur bien accroché et puis, de s'amuser parce que sinon tout ce qu'il y a de mauvais sur YouTube peut prendre le dessus sur le plaisir et c'est là que ça devient plus du tout bon pour le moral, pour la santé, et pour la créativité d'ailleurs. Oui, bah, clairement, faut pas que ce soit une contrainte, hein, c'est toujours pareil, surtout quand tu es créateur de contenu. Bon, de manière générale, avant que tu arrives à en retirer, vraiment des bénéfices, substantiels, il va Mmh. te falloir, pas mal de boulot. Oui, Donc, si en plus, dès le début, c'est rébarbatif, ça sert à rien, quoi. c'est ça et puis, ce que je conseille aussi personnellement, c'est si tu veux, de créer son propre univers. Les chaînes qui sont des copies de chaînes, qui sont des copies de chaînes, il y en a trop, ça ne marche plus, ça s'éteint. Avoir sa propre personnalité, son propre concept, bien sûr, il y a des recettes qui marchent, qui ont fait leurs preuves, mais si on peut créer son propre truc, on a encore plus de chances que ça marche. Voilà. Ouais, mais c'est ce que vous avez, super bien réussi à faire parce qu'on voit que ce soit les personnages que vous avez créés pour les sponsors Ah oui, ou les petits gimmicks, et tout ce qui était, bah, notamment, voilà, avec, des petits personnages, bah, comme, Pénélope comme ou, ce genre Pénélope, de ouais. choses. Exactement, ça, c'est vraiment votre univers, en fait. Donc c'est aussi, je pense, avec ça que les gens, matchent et se reconnaissent et adhèrent, en fait. Ouais, mais tu vois, il y a des choses il y a ça effectivement et puis je pense que aussi ce qui a créé notre univers, c'est notre décor. Parce qu'un gros cabinet de curiosité comme ça sur YouTube, il y avait pas. De ce que je sache, on était les premiers. Et surtout un dans tout ce qui était mythes, croyances paranormales et cetera, mais qui a un décor lumineux. On a eu beaucoup de remarques au début, notamment d'autres youtubeurs qui, sans mauvaises intentions, nous disaient: «Baissez la lumière, mettez des bougies, faites quelque chose d'un peu plus creepy». C'était pas du tout notre envie, c'était pas du tout notre concept, vu que l'idée de la chaîne, c'est de mettre en lumière les choses qui sont cachées, les choses qui sont tenues un peu secrètes, dont on ne parle que, dans l'ombre ou doucement et du coup avoir une chaîne en lumière, c'était important pour nous. Je pense que la chaîne a beaucoup pris le côté identité aussi de notre décor. C'est quelque chose qui a joué, qui était représentatif. Après, je dis ça, mais on est des vieux, hein, nous sur YouTube en soi, on met encore un générique. Ça ne se fait plus. Enfin si, ça se fait encore, mais chez les youtubeurs, qui sont sur YouTube depuis 8, 9 ans, je pense. Ouais, voilà, confirmé, ouais, c'est sûr. On va pas dire vieux, on va dire confirmé, voilà. Les anciens, les sages, voilà, Exactement. les premiers. Alors du coup, depuis le temps que vous êtes sur YouTube, justement, est-ce qu'il y a encore un invité ou un partenariat dont vous rêvez? Oh là, il y a une liste. Il y a une liste. Il y a une liste parce qu'en fait, quand on demande à quelqu'un de nous faire, un caméo, ou de faire un feat, on veut qu'il y ait un sens. On veut pas inviter quelqu'un pour inviter quelqu'un. On veut que sa chaîne soit en rapport avec le sujet qu'on traite. Sauf que vu qu'on a quelque part un sujet niche, qui s'avère être finalement peut-être un peu moins un sujet de niche que ce qu'on pensait, ben, il faut trouver un sujet qui correspond aux invités. Tu vois, par exemple, j'adorerais moi qu'on fasse un feat avec, Jurassic Cédric, avec SciPlay. Notre rêve, bien sûr, c'est l'équipe Joueurs du Grenier. On a déjà eu la chance d'avoir en voix off dans les émis, Seb du Grenier et Sorina, mais j'ai encore une liste longue comme le bras, hein. C'est vrai que les émis nous a permis de d'alléger un peu la liste parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de monde sur les voix, mais non, la liste est encore longue. Actuellement, ouais, Jurassic Cédric, mais Jurassic Cédric, on sait sur quelle vidéo on voudrait qu'il soit là, mais elle est pas pour tout de suite parce que c'est une vidéo qui va là nous demander, je pense, sans rire, il y aura 2 vidéos à la suite et ce sera au moins 6 mois de travail. Donc ouais, mais l'équipe Joueurs du Grenier, ouais, ça ferait plaisir. Clairement, ils nous ont inspiré sur le fait de donner un maximum de choses et justement, bah, comme on disait sur les sponsors, de toujours essayer de divertir les personnes qui regardent. Donc forcément, vu que c'est une source d'inspiration, on a envie de travailler avec eux. Maintenant, on discute pas forcément tout le temps avec eux, mais on a des interactions parfois. Donc c'est pas dit qu'un jour on puisse pas trouver un terrain d'entente sur une vidéo, que ce soit de leur côté ou d'une autre. Et après, en termes de créateurs, bah malheureusement, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on suivait, parce que forcément on suit le YouTube game depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Il y a beaucoup de créateurs qui ont disparu de YouTube et avec qui on aurait aimé travailler. Mais sinon, à l'heure actuelle, ouais, l'équipe de joueurs du grenier, je pense que c'est vraiment eux qui seraient le goal si on devait faire un truc avant de s'arrêter, quoi. OK. Alors, on va rester du coup sur ces influences et tout ça et très souvent ça passe par, bah, la consommation de films, de séries. On le voit notamment avec,
dans vos vidéos quelques extraits de Kaamelott, de pas mal de choses qui vont, voilà, qui font partie de la pop culture maintenant, clairement. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui vous a mis une claque dernièrement? Alors une claque, malheureusement pas depuis un moment. Alors, faut avouer qu'on n'a pas encore commencé The Last of Us, il paraît que c'est une grosse claque, donc Paraît-il. je ne sais pas. Mais sinon, en termes de série, il y en a une qui a été un gros kiff ces derniers temps, c'est Anthologie macabre, qui est dispo sur Netflix. C'est plusieurs histoires, d'horreur, version, japonais, et c'est vraiment très cool. En plus, le top, c'est qu'il n'y a pas forcément de suite logique, c'est vraiment que des petites histoires à raconter. Bah, c'est une anthologie, hein, comme le nom l'indique. Et ça, c'était vraiment top à regarder. Après, de là à dire que c'était une claque, peut-être pas, mais dernièrement, c'est ça qui nous a le plus plu. Oui, effectivement, c'est l'adaptation du travail, enfin de certaines nouvelles en tout cas du mangaka Junji Ito. Absolument. Vous connaissiez un peu son travail avant ou? On connaissait un petit peu l'univers sans s'être penché plus que ça dessus, parce que forcément, en étant dans le milieu un peu paranormal, creepy et horreur, on tombe un moment ou un autre dessus. Mais on s'était jamais vraiment plongé dans son univers, et là, on va dire que Netflix nous a un petit peu forcé, sans non plus nous mettre la tête dedans en mode regardez, regardez. Non, non, pas du tout, hein. C'est juste que ça s'est proposé à nous, et du coup, on a plongé avec bonheur dedans, et donc maintenant, on suit un peu plus le travail du monsieur, quoi. Ouais, c'est vrai que ben, moi c'est pareil, ça m'a permis de découvrir son travail. Je connaissais, mais je m'étais jamais penché dessus. Donc là, bah, du coup, j'ai commencé à attaquer un petit peu un de ses recueils, là, les chefs-d'œuvre un petit peu de ce qu'il a proposé. Et c'est super intéressant. Moi, j'avais adoré l'épisode des ballons. Oui, bah pareil, pareil, on a adoré. Celui-là, il est, enfin, ouais, il y a un côté inéluctable en fait dans ce qui se passe. Et c'est vrai il est vraiment bien foutu, je trouve. C'est ça, il te renvoie à la mort que tu peux pas esquiver, en fait, hein, tout simplement. C'est le but final, et on est tous pareils. Bon, là, c'est de façon, on va dire, glauque et poétique à la fois, mais l'idée générale, c'est que de toute façon, on va tous mourir, quoi. Et c'est bien le point commun à tous les êtres vivants. C'est vrai. Et toi, Matt, je sais que tu fais souvent les Marie Mad Live, en Ouais. l'occurrence, où tu t'en discutes justement un petit peu de tout Là où ça. je taille un peu des shorts à des trucs surtout. Je suis très mauvais public, moi. Je fais partie de ces gens qui sont casse-pieds, tu sais? Oui, enfin, en même temps, par les temps qui courent, c'est pas plus mal, hein. Tu sais que plutôt que de se faire abreuver par, tu sais, les propositions justement, les algorithmes et Mmh, cetera, c'est donc vrai. voilà, hein. Alors dernièrement, je ne sais pas ce qui m'a mis après ça dépend ce que tu entends par dernièrement. Je ne jure que par une seule série, pour moi c'est, ces dernières années, mais, maintenant ça fait quelque temps qu'elle est sortie. C'est, The Hunting of Hill House. Oui, je sais, tu la regardes régulièrement, je le vois sur les Ah, réseaux. c'est ma série doudou. Ah ouais, non, mais enfin, je comprends parce que je l'ai regardée aussi plusieurs fois et elle est extraordinaire cette série. C'est une merveille, c'est une série avec la qualité d'un film, qui s'avère être plus une histoire d'amour qu'une histoire de fantôme. C'est un vrai petit bijou. Après, dernièrement, plus récemment, j'ai bien aimé The Pale Blue Eyes. De là à dire que ça m'a mis une claque, sans doute pas, mais j'ai trouvé ça pas mal du tout, ouais. Mais c'est vrai que je suis très mauvais public. C'est difficile de te dire, pour qu'un film mette une claque, je suis vraiment relou. Je l'avoue, je suis casse-pied. Donc c'est rigolo du coup quand je fais des retours en live, hein. Je grogne sur plein de trucs, je tu vois? J'avais fait un retour sur, le préquel de The Witcher, et j'avais passé une demi-heure à expliquer que tel meuble à tel endroit dans les palais, c'est une Billie de chez Ikea quoi, et qu'ils ont pas poussé le bébé. Voilà, moi je suis relou comme ça avec un film ou une série. Je vais aller chercher la petite bête, et sur The Hunting, j'en ai pas trouvé de petite bête. Bah ouais, non, mais The Hunting, c'est vrai que c'est bien fait. Moi, j'ai, dans la même veine, on va dire, oui, c'est le même réal du moins. Mike Flanagan, il a fait, Midnight Mass. Ah mais c'était excellent, c'était très beau, J'ai c'était super. adoré l'écriture des personnages et les dialogues. Les dialogues, Ah, c'est de l'orfèvre, c'est de l'orfèvre. je sais plus comment elle s'appelle, mais après sa fausse couche, quand elle fait tout le discours sur ce qu'elle imagine pour son enfant qui ne naîtra jamais du coup, ce petit passage sur le canapé là, la narration est absolument bouleversante, le rythme est superbe, et puis Mike Flanagan a un don pour l'étalonnage, assez certain. Mais après voilà, si je dois te citer un réalisateur qui me met toujours d'accord, ça reste Night Shyamalan pour le coup, où j'ai adoré tous ses films. Je crois que je n'en ai détesté aucun, et ils font tous partie de mon top en fait. D'accord. Alors personnellement, en tout cas, Night Shyamalan, c'est vrai que pour moi, il est capable du pire comme du meilleur. Il y a vraiment des films où je suis sorti de là en me disant: «Mais qu'est-ce que je viens de voir?» Pardon. Littéralement, hein, je me suis bon, d'accord. Et d'un autre côté, tu vois, il y en a certains où je me suis dit: «Pouah, ça, c'était génial, quoi».
Ton préféré? Je dirais La jeune fille de l'eau. Ah, c'est le même que moi. Ah, c'est le plus beau de Et d'une tous. poésie ce film, extraordinaire. C'est un il est drôle, il est émouvant, il est f tu des moments de stress aussi. Il y a une super belle critique d'ailleurs aux critiques de cinéma dedans qui est absolument délicieuse à regarder. Mais rien que la scène d'introduction, les 5 premières minutes là, où il essaye d'écraser une bestiole dans le fond du placard, avec le jeu de caméra, ouais, non, c'est génial. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur de pour moi, c'est le meilleur qu'il ait réalisé pour l'instant. Ce qui est très drôle d'ailleurs parce que, de manière générale, quand tu parles de ce réalisateur aux gens, et c'est un film que tu entends jamais en fait. Ils le sortent jamais ce film-là, c'est très Oui, drôle. mais il a fait des critiques absolument en fait, il a été massacré ce film, justement par la critique cinématographique, alors qu'il a eu un immense succès auprès du public, mais du coup, il a été très peu diffusé et les gens, en général, ils te parlent de Sixième Sens ou de Signe, C'est la ça, plupart du temps, c'est ça. qui sont de vrais petits bijoux, hein, on va pas dire le Non, contraire, non, mais mais c'est sûr que c'est des bons films, c'est plus taillé pour la masse, sans que ce soit péjoratif, hein, ouais, c'est ça. sans que ce soit péjoratif, mais c'est plus mainstream, c'est sûr que là, on est plus sur un espèce de conte un petit peu comme, Mais c'est complètement ça, tu as raison, c'est un vrai conte de fées moderne, en ah fait. bah, c'est complètement un conte. Quand tu vois les personnages, c'est que ça, quoi. Celui qui fait de la musculation que sur un bras ou des trucs comme ça, enfin c'est des personnages J'adore c'est ça. des personnages de conte complètement, quoi. Tout est complètement irréel et puis, celle qui vit avec sa mère justement, qui lui raconte le conte par petits bouts, elle est quand même extraordinaire. L'homme qui n'a aucun secret, enfin, tout est délirant et tout est magique, en fait. C'est ça. C'est très, très beau. C'est un vrai petit bijou de poésie, ce film. OK, et toi Nova, est-ce que tu aurais, un jeu vidéo à recommander? Parce que, bah, comme je le disais, tu fais pas mal de live justement, de gaming, Ouais, bah là récemment j'ai joué à The Dark Picture Anthology, The Devil in Me, donc le dernier opus qui était vraiment bien. Il paraît qu'il va y avoir des suites à ça, donc j'ai hâte d'essayer. Mais si je dois recommander un jeu, là tout de suite, c'est Alice Madness Return, qui est maintenant un petit peu vieux, mais la suite arrive très bientôt. En tout cas, le créateur American McGee est en train de teaser l'arrivée prochaine du 3e opus de Alice au monde des cauchemars, hein, clairement. Et je pense que si c'est pas forcément on peut jouer aux 2 jeux qui sont sortis actuellement indépendamment, hein, puisque moi j'ai même commencé par le 2 avant d'essayer le 1, mais je pense que ce jeu-là en tout cas est un vrai bijou. Moi je l'adore encore aujourd'hui, et vu que le 3 arrive bientôt, je pense que c'est le bon moment de se replonger dedans. Ouais, c'est vrai que je l'avais découvert moi, sur, l'offre, alors moi je suis sur Xbox et je l'avais découvert parce qu'il était justement dans les jeux, tu sais, qui sont dans les panels là, dans le Game Pass, et du coup je l'avais découvert parce que ça fait des années qu'on m'en parlait, et effectivement l'univers est vraiment cool, c'est fun, en même temps c'est effectivement très, très dark, creepy, voilà, c'est, vraiment sympa. Ouais, ouais, c'est vraiment l'un des jeux que j'aime le plus. Alors Mad, toi tu es autrice d'une trilogie littéraire, Le Troisième Hémisphère, C'est ça, pour l'instant trilogie, pour l'instant? saga en devenir. Mmh, d'accord, d'accord. Des infos, c'est intéressant. Est-ce que, il y a des projets de livres pour Occulture? Eh ben, écoute, c'est une excellente question. C'est quelque chose auquel on réfléchit depuis un paquet de temps maintenant. On a quelques maisons d'édition qui nous ont déjà contactés pour pouvoir justement faire un livre, Occulture. C'est toujours en réflexion parce qu'en fait, on ne veut pas alors beaucoup nous ont dit, beaucoup de maisons d'édition nous ont dit: «Mais c'est pas grave, vous faites des résumés de vos vidéos, on fait tout ça dans un livre et ça ira». Ouais, mais non, on marche pas comme ça, nous, on n'a pas envie de bâcler le travail d'une et puis de 2, on voit pas bien l'intérêt de remettre dans un livre ce qu'on a déjà fait en vidéo. Si on doit faire un livre, il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu exclusif. C'est ce qu'on voudrait faire. On voudrait quelque chose de nouveau, pas quelque chose qu'on a déjà fait. On aurait l'impression de si tu veux, de créer, quelque chose qui est un petit peu, vu et revu. Mais à côté de ça, on n'arrive pas à trouver une autre idée de livre, pour l'instant. Donc ça, c'est une idée qui nous trotte dans la tête, mais qui est en stand-by. On a travaillé sur un jeu de société Occulture, par contre. Ah excellent. Ça nous chiffonne depuis un moment. Une sorte de Trivial Poursuite, en gros. OK. Voilà. Un Trivial Poursuite avec des questions, effectivement paranormales, mythes, croyances, théologie et oui, il faudrait traverser les 9 cercles de l'enfer pour pouvoir y accéder, quoi. Écoute, enfin en tout cas là, comme ça sur le papier, ça a l'air cool, ouais, c'est clair. Un petit truc rigolo que tu sors à l'apéro tranquille avec les copains. Mais voilà, c'est pareil, tout ça, ça demande un temps énorme et pour l'instant, le temps, c'est ce qui nous manque le plus, en fait. C'est pas la motivation, c'est pas l'envie, c'est le temps. J'ai l'impression qu'on court après le temps toute la journée. Je connais ça. Ah, tu connais? Merci. Ouais, c'est le drame de ma vie, il y a que 24 heures dans une journée.
Mais c'est ça, et tu peux plus. Tu dis: «Mais j'ai envie de faire tellement de choses, mais les heures, elles passent tellement vite. C'est ça. Puis il faut que je dorme aussi, sinon je vais mourir». C'est vrai, bah oui, les études ont prouvé que. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir, du coup? Waouh! Ça, c'est la question à 1 000 000. C'est la question sérieuse. C'est la question sérieuse. Bah, autour de la chaîne, j'aimerais que la chaîne continue de survivre. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans la survie, dans le sens où, on s'est mis à faire des sponsors cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, ça change un petit peu parce qu'en fait, pour pouvoir tenir le rythme qu'on a actuellement, maintenant qu'on est devenus parents, c'est un petit peu compliqué parce que Nova Alexandre a son métier, moi j'ai le mien, parce qu'en plus d'être auteure, je suis aussi assistante de santé vétérinaire. Et du coup, pour l'instant, avec la chaîne, on ne se verse qu'un salaire. Le souci, c'est qu'on est 2 dessus. Donc il va falloir qu'on arrive, soit à maintenir ce truc-là, soit à l'augmenter un petit peu pour que la chaîne continue de survivre. Parce que malgré tout, c'est du temps qu'on prend sur notre autre travail et du coup, c'est des sous qui tombent en moins et on est comme tout le monde, on a besoin de payer les courses. Donc le projet, ce serait d'abord d'arriver à faire tenir encore la chaîne 1 année de plus. Ça, ce serait super. C'est le premier projet, ambitieux, mais je pense qu'on peut y arriver. Le projet suivant, ce serait de réussir, du coup, à terminer, moi, mon bouquin suivant cette année, d'ici la fin de l'année et puis continuer à s'amuser sur YouTube, en fait. Continuer à kiffer. Ouais, c'est ça surtout, hein. Ça, c'est important, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Ouais, vraiment. Je pense que c'est à peu près tout. En termes d'actualité, pour Occulture en ce moment? Eh ben, écoute, pas mal de vidéos en écriture, une sur laquelle je suis moi depuis 2 mois, parce qu'en fait, on alterne sur l'écriture chacun son tour, qui est une vidéo qui nous a beaucoup été demandée, je peux pas spoil, mais elle nous a beaucoup été demandée et ça me demande pas mal de boulot de recherche et d'archives, auxquelles j'ai du mal à obtenir les autorisations. Donc c'est un peu la croix et la bannière, mais voilà. D'accord, ça marche. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh ben, un peu partout, hein, parce qu'il y a pas le choix, il faut être un peu présent partout, donc bah, principalement sur YouTube, en parallèle sur Twitch, même si nos lives sont diffusés sur YouTube et Twitch. Sinon, on est présent sur Twitter, Instagram, Facebook et Mastodon. Voilà, donc on est vraiment un petit peu partout. Et on a un compte TikTok qu'on tient pas régulièrement malheureusement, mais on a un compte TikTok. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, moi, je vais partager les liens dans la description de l'épisode. Et donc, on va terminer avec les questions rapid fire. Donc, c'est les petites questions. Je vais te poser une question en disant, voilà, est-ce que tu es plutôt A ou plutôt B? Et donc, l'idée, voilà, c'est d'essayer de répondre assez rapidement. OK, Ok, c'est parti. Alors, plutôt série ou film? plutôt film. Série. Plutôt Famille Adams ou Famille Warren? Famille Adams. Famille Adams. Ah, le cri du cœur. Petit malin. Ah oui, oh bah je prépare, tu sais. Je suis en embuscade. C'est sorti comme un réflexe. Plutôt cinéma ou home cinéma? Plutôt home cinéma. Home cinéma. Plutôt Alien ou Aliens, le retour? Alien. Aliens. Ah, le côté actionneur de Monsieur Cameron, d'accord. Plutôt VO ou VF? Plutôt VF. Ah mon Dieu! Plutôt Annabelle ou Chucky? Ah, Chucky. bonne question. Mon amour de jeunesse me dit Chucky. Ah, on est d'accord. Plutôt gore ou horreur psychologique? Horreur psychologique. Plutôt psychologique. Et enfin, attention, celle-là elle est difficile. Plutôt Alain Chabat ou Alexandre Astier? Alexandre Astier! Pardon pour les films d'Alain Chabat, mais Alexandre Astier! Alexandre Astier. Je me doutais de la Mais c'est réponse, difficile, je suis mais d'accord. quand même, je me suis dit je vais la poser. En tout cas, merci beaucoup à vous deux et je vous dis à bientôt sur YouTube. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.